ceux qui ont un lien avec cette faute, quoi. D'accord. Eh ben, c'est que les gens comprennent l'utilité du combat, que même si comme ça, parce que beaucoup disent la mobilisation ne sert à rien, etc., etc. Là, le moment est venu de montrer Hum, que l'union fait la force et qu'effectivement, malheureusement, il faut de l'endurance, il faut de la ténacité, du temps, mais au bout du compte, ça paye. Et voilà une entreprise comme LVMH, Guerlain, hum, même si elle ne s'associe pas à la faute de hum, M. Jean-Paul Guerlain, peut comprendre hum, le désarroi, l'indignation que ça provoque hum. et montrer clairement qu'elle est contre ce genre de dérive et d'abus racistes, tout D'accord. simplement. Et je voulais vous poser une question aussi concernant l'hôpital de Bray, et à Michael qui n'a pas beaucoup parlé. Michael, concernant l'hôpital de Bray, c'est vrai, vous avez fait une forte mobilisation en 2010 et donc concernant cette affaire-là. Donc, est-ce que vous avez eu un don de 150 000 euros pour l'hôpital de Bray? Est-ce que est-ce que vous continuez aussi, donc c'est vrai, parce que le Mirada, c'est un collectif, ce n'est pas une association. Donc, est-ce que si d'autres personnes aussi qui veulent donner un don à cet hôpital, qu'est-ce qu'il faut? Parce que le Mirada, ce n'est pas une association. C'est-à-dire qu'ils vont contacter seulement l'hôpital Robert Debré. Comment ça se fait, Alors, Michael? pour ce détail technique, plutôt Fatia. Ah, Fatia? Alors, c'est très simple. L'hôpital Robert Debré, c'est un hôpital qui est reconnu d'utilité publique. Ouais, Donc, ils peuvent recevoir des dons. ouais. Et on peut même faire un don à une infirmière de l'hôpital ou à un service en particulier ou général à l'hôpital, et après c'est eux qui redistribuent. C'est très facile de faire un don à l'hôpital public. Donc il y a une fondation Robert Debré à l'intérieur de l'hôpital. Ah, la fondation pouvez, Robert Debré. Voilà, mais vous pouvez donc envoyer un chèque, faire un don et dire, pour par exemple la drépanocytose, la lutte contre cette maladie ou la prise en charge des soins, faire un chèque et dire voilà, je veux que ce chèque aille au centre de drépanocytose qui appartient donc au pôle pédiatrique du service hématologie clinique du professeur Baruchel, et dire voilà, nous on fait un don pour ce service-là. Voilà. D'accord. Alors juste pour précision, Djibril, je voulais vous dire que nous on a choisi cet hôpital pour certaines raisons. Ouais, c'est-à-dire que quand les militants ont voulu faire un don, c'est très important de le rappeler, ont voulu plutôt qu'il y ait un mécénat qui se fasse pour la lutte contre la drépanocytose. Nous, on n'était pas très spécialisés, tout le monde on n'est pas très spécialisés, à part quelques militants qui ont de la famille ou des enfants qui sont atteints par cette maladie. On ne savait pas comment faire le don. Comment demander un mécénat pour qui, pourquoi, comment faire dans cette maladie. Donc c'est très simple, on a fait des recherches, on a travaillé au sein du Mirada, on a commencé à chercher quels sont les hôpitaux qui s'occupent de cette maladie, quel est l'état aussi au niveau des dons, des œuvres de bienfaisance pour cette maladie. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des hôpitaux, il y avait toujours les mêmes associations ou hôpitaux qui recevaient des dons, qui étaient, disons, mis en avant, et donc il y avait plus on va être mieux dotés que les autres. Donc nous, on a voulu que ce don aille dans un service en particulier qui n'avait jamais rien reçu. Donc voilà, l'hôpital qui était en dehors du cercle habituel des receveurs de dons. Donc l'hôpital de Bray n'a jamais reçu de subvention. Le centre de drépanocytose de l'hôpital de Bray n'a jamais reçu de mécénat, de dons, d'argent ou autre pour cette maladie. D'accord. C'est la première fois. Donc aussi, on a choisi cet hôpital parce qu'on a recherché quand même. On a voulu privilégier l'enfance. Donc on a cherché une unité de... On a cherché à... Excusez-moi, parce que j'ai des petits problèmes avec le micro. Voilà. Donc, nous, on a voulu privilégier l'enfance. Donc, on a choisi un centre de pédiatrie. D'accord. On a voulu quand même choisir aussi un centre de pédiatrie qui était où le travail était efficace. Donc, on a pris un centre labellisé au niveau européen. D'accord. Donc, le centre de drépanocytose de l'hôpital Robert Debré est un centre labellisé. D'accord. Ensuite, on a voulu choisir aussi un hôpital. On a rencontré plusieurs personnes et on a voulu choisir un hôpital où ils nous laissaient aller un peu partout, voir, où ils ont pris le temps de nous expliquer comment ça se passait chez eux, pour qu'on comprenne bien. Voilà. D'accord. Donc c'était juste pour expliquer qu'en fait, à l'hôpital Robert Debré, les enfants, par exemple, qui sont drépanocytaires, n'étaient pas très bien dotés, puisqu'en fait, ils sont éparpillés sur plusieurs services. Il n'y a pas un service où les enfants sont concentrés. Donc c'était important pour nous aussi d'agir à ce niveau-là. Voilà, les populations prises en charge, c'est 18, 19, 20e, 93, population défavorisée. On a ciblé l'enfance et on a choisi un hôpital public pour pouvoir suivre les fonds. Voilà. Et on a voulu que 1 euro qui aille dans la lutte contre la drépanocytose aille directement à la recherche. Donc nous, on n'a reçu aucun argent. Il
Il n'y a aucun argent de LVMH qui est allé à Mirada, aux associations dont compose Mirada. Donc, cette somme a été versée directement à l'hôpital. Voilà, c'est LVMH qui a signé une convention avec le centre de drépanocytose de l'hôpital Robert Debré. Ils ont fait le don directement. Comme ça ne part pas dans des associations, dans le fonctionnement, etc. C'est pas perdu. 1 euro donné est 1 euro à la recherche. Voilà, c'est important de préciser ça. Voilà, c'est clair ça quand même. D'accord. Rappelez donc ce que disait Fatia, vous pouvez faire des chèques à la Fondation Robert Debré, au centre de drépanocytose. Ouais. C'est à la Fondation Robert Debré. Et vous pouvez... Fondation Robert Debré seulement, ça suffit? Au centre de drépanocytose. Ah, d'accord. En rappelant bien que notre action, c'est avant tout une lutte contre la négrophobie et le racisme, c'est-à-dire l'hôpital Robert Debré a son fonctionnement propre. Nous, on a décidé de se joindre à cette lutte contre la drépanocytose parce qu'il faut comprendre le fonctionnement interne de l'hôpital qui en dit long. Quand on sait lire entre les lignes, le fait que, par exemple, il n'y ait pas un service propre pour la drépanocytose, que les enfants soient dispatchés dans des chambres comme ça, par exemple, peuvent être dans une chambre, dans un service spécialisé pour le cancer, mais quand c'est plein, on les change de lit. Si on commence à lire entre les lignes, on comprend qu'il y a un traitement différent qui est fait pour cette maladie. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle touche particulièrement des Noirs? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas faire l'économie de cette question. Donc voilà, c'est rappeler que c'est avant tout un combat contre la négrophobie et le racisme. Franco, cette question-là, la maladie drépanocytose, donc qui touche en généralement, c'est-à-dire que les Sud-Sahariens, si j'ai bien compris. Oui. C'est-à-dire que parce qu'ils viennent dans des pays chauds. Les habitants des pays chauds. Les subsahariens, mais aussi les Africains déportés dans les Antilles, puisqu'à la base, ils proviennent de l'Afrique, etc., sont particulièrement victimes de cette maladie. Et pour faire le lien avec les sans-papiers, là, à l'heure actuelle, on s'occupe des expulsés de la Courneuve. Et dedans, il y a notamment un enfant drépanocytaire. Il faut savoir que les conditions climatiques peuvent accélérer les crises. C'est des crises extrêmement violentes où on est obligé de donner de la morphine. Donc, une sorte de drogue pour calmer, c'est le seul moyen. Donc voilà, c'est-à-dire c'est l'un des seuls moyens pour pouvoir calmer. C'est-à-dire c'est des crises tellement violentes, douloureuses, etc. Donc tout ça, ce sera expliqué, etc. Il y a un enfant qui dormait dehors avec ses parents parce qu'ils sont expulsés sans condition de logement. Il faut savoir que le froid est un des critères aggravants de la maladie, etc. Cet enfant, il a à peine 2 ans et demi. Il est rentré à l'hôpital très récemment. À l'hôpital Robert Debré. Non. L'hôpital, comme il est à la Courneuve. L'hôpital Trousseau. Voilà, comme ils n'ont pas de situation à la Courneuve. Donc voilà, pour vous dire que il y a comment dire, des passerelles entre tous les problèmes de racisme quand on décide de lire entre les lignes qui émanent de cela. Et donc l'idée, c'était de dire que le collectif Mirada n'est pas le collectif exemplaire qui a la recette miracle. C'est montrer que bien que différents, il faut qu'on trouve les points de convergence dans nos actions pour pouvoir arriver au but ultime ou à l'objectif final. Et on encourage toutes les associations, groupes ou individus à en faire de même. On ne tombera jamais d'accord sur tout, mais à un moment, la mobilisation paye. Et c'est ça, le symbole de ces 600 000 euros, pour nous, c'est pas de savoir s'ils viennent dans la poche, si on peut acheter une maison, etc. C'est pas de savoir, voilà, c'est que ça sert à quelque chose, la recherche, la lutte contre la drépanocytose, mais surtout que c'est notre action qui a permis à LVMH et donc Guerlain d'avoir un moment, eux diront qu'ils ont eu l'idée, mais sans nous, il n'y aurait pas eu cette volonté qui est comment dire, quelque chose de positif pour l'humanité entière. Voilà. D'accord. Et Franco, comme bientôt il sera 30 là, et vous avez déjà parlé un petit peu la question des sans-papiers, donc Franco, vous participez plusieurs fois dans la manif pour défendre les sans-papiers. Oui. Donc, vous, Franco, en tant que Français, donc, concernant la situation des travailleurs sans-papiers en France, la régularisation, donc, à chaque fois, on parle de la régularisation bientôt. Oui. Élection présidentielle 2012 oblige. En 2012, il y aura des élections présidentielles. Est-ce que vous personnellement, Franco, concernant la situation de ces sans-papiers qui vivent sur le territoire français depuis des années, quel est votre point de vue sur la régularisation en tant qu'une politique d'immigration actuellement, ça passe par l'Union européenne. Vous, en tant que citoyen français, quel est votre point de vue? D'accord. Moi, je ne pourrais pas détailler ici, mais en tout cas, dans les grandes lignes, je dirais simplement qu'on ne peut pas détacher la politique d'immigration actuelle et la politique raciste, et donc particulièrement négrophobe, même si elle est raciste en général, qui concerne cette politique qui concerne ces papiers ne peut pas être... Nous, on la voit dans l'instant T, le moment
le contexte dans lequel on nous circonscrit cette politique d'immigration. Mais en fait, on ne peut pas la dégager de l'histoire générale qui lie la France avec et la déportation et la colonisation et la déportation des Africains vers les Caraïbes notamment, et aussi la colonisation. C'est-à-dire la France, d'une manière générale et sans animosité, sans haine, ne peut pas faire abstraction ou passer sous silence les profits qu'elle tire, les profits toujours grandissants qu'elle tire de l'Afrique, notamment en matière de matières premières et avant de matières humaines, hein, puisque la déportation et les esclaves, c'était quand même de l'humain, ne peut pas faire abstraction de cela et considérer le sans-papier comme une individualité qui se désolidarise de l'histoire globale. Et donc, en gros, elle ne peut pas faire venir toutes les richesses qui lui permettent d'être la grande puissance qu'elle est, sans considérer les humains qu'elle dépossède de ces richesses-là. Et donc, pour moi, c'est totalement... j'utiliserai un mot qui me vient comme ça, irresponsable. Et là, je parle de nous, de mener cette lutte dans le calendrier qui nous a imposé, dans la définition qui nous a imposé. Moi, je dirais j'ai compris une chose, que la véritable révolution, en tout cas, je pense avoir compris une chose, révolution au sens noble du terme, hein, sans haine, etc., c'est que on doit apprendre à se définir nous-mêmes. On doit apprendre à se nommer nous-mêmes. On doit apprendre à se raconter nous-mêmes. On ne peut pas accepter d'être considérés comme des sans-papiers. C'est-à-dire ces termes qui sont réfléchis dans des laboratoires de réflexion qui permettent à l'opinion publique... Donc pour vous, ce ne sont pas des sans-papiers. Ça ne peut pas être des sans-papiers. Comme l'esclave n'était pas un bien meuble. Je veux dire que c'est des termes volontairement réfléchis pour que l'opinion publique intègre le caractère déprécie l'être humain. Et donc, avant ça, c'est une lutte réelle, un combat réel pour l'égalité, la justice, etc. Donc, tant qu'on reste enfermé dans je pense même dans les slogans des manifestations, etc., je pense qu'il faudrait qu'on repense les définitions du genre, parce que sinon, on passe éternellement pour des victimes, pour des mendiants, etc. Selon vous, Franco, comme le mot sans-papier, ça ne vous convient pas, selon vous, qu'est-ce l'appellation? Si on vous dit que, Franco donne une idée de l'appellation de ces personnes qui sont là, qu'est-ce que vous allez leur donner? Moi, je dirais déjà, ce sont plus des combattants pour, je dirais comme ça, hein, c'est-à-dire spontanément, mais maintenant, des termes comme ça se réfléchit parce que c'est chirurgical, l'impact est chirurgical, donc ça doit être extrêmement réfléchi. Mais ce sont plus des combattants pour la liberté et l'égalité des droits, donc au sens noble du terme, des républicains. Donc après, des républicains, comme Toussaint Louverture était le plus républicain des républicains. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils combattent pour l'égalité des droits, etc., pour tous. Après, que la France estime que, la France et d'autres pays estiment qu'ils valent moins que d'autres, sans considérer, je le répète, les matières premières qui sont pillées depuis des siècles et des siècles, sans considérer le traumatisme qui est lié, le profond traumatisme qui est lié à l'histoire de l'esclavage, qui a traumatisé l'Afrique, elle a empêché de rentrer dans l'ère industrielle, etc., etc. Sans considérer tout ça, je pense que là, on commet une faute d'appréciation qui ne nous permet pas de combattre de manière efficace. Je pense qu'il faut refuser de lutter dans le calendrier qui nous a imposé, dans la définition qui nous a imposé. Donc, voilà. Votre préférence, c'est des combattants? Non, je dis que là, spontanément, mais je suis pour qu'on le réfléchisse ensemble. C'est-à-dire, en tout cas, c'est un combat noble. C'est pas un combat de sans-papier, c'est un combat pour les droits humains, c'est un combat pour l'égalité, c'est un combat tel que la République le délimite. C'est le même combat. Merci beaucoup, merci Franco, éducateur spécialisé. Donc, c'est votre profession. Donc, c'est important à le rappeler. Donc, merci beaucoup, Franco. Maintenant, je reviens à notre chère dame, Fatia. Fatia, votre point de vue personnellement, donc, concernant ces sans-papiers qui sont là, sur le territoire français. Qui payent leurs impôts, qui, ce sont des travailleurs. Oui, attends, je finis ma question, si vous voulez. Elle est pressée. Donc, c'est tellement évident. Ces hommes et ces femmes qui vivent sur le territoire français depuis des années, donc qui sont là pour chercher un petit pain pour leur famille au bled. Beaucoup de gens disent que la régularisation globale de tous les sans-papiers, donc ça encourage aussi l'immigration forte en France, en Europe. Donc, est-ce que selon vous, vous partagez
cette idée. C'est-à-dire, je veux dire par là, est-ce que vous êtes d'accord pour la régularisation globale de tous les sans-papiers, ou bien il faut les régulariser au cas par cas? Fatia, votre point de vue? Mais écoutez, moi, personnellement, je vais vous répondre. Les sans-papiers, les travailleurs qui n'ont pas de papier en règle français et qui travaillent, qui payent des impôts, qui ne sont pas là que pour nourrir, qui ne nourrissent pas uniquement leur famille, mais qui contribuent à la richesse de l'État, puisqu'ils payent des impôts, je le répète. Donc oui, les gens qui travaillent sur le territoire français doivent être régularisés, ceux qui travaillent depuis longtemps. Enfin, pour moi, de régler les situations de façon globale, quels que soient les domaines, c'est pas possible. C'est toujours selon les situations. D'accord. Donc vous, c'est pas possible de régulariser massivement. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais, même au niveau de mon travail personnel, j'ai toujours j'ai toujours traité les choses de façon individuelle. Voilà. Maintenant, je pense que vu l'état actuel et les travailleurs sans papier que moi j'ai pu rencontrer, je pense que la majorité des situations doivent être régularisées, vu le profil des situations. Voilà. Et puis surtout... Donc il faut voir le cas de chaque personne et de les régulariser en fonction de leur cas. En fait, moi, je sais pas comment ça se passe à la préfecture, je sais pas comment ils font. Est-ce qu'ils font quand vous me dites régularisation globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont régulariser 50 personnes comme ça, ou est-ce que les 50 personnes, on les fait une par une? Je comprends pas en fait votre question, parce que pour moi, déjà, un travailleur sans papier, c'est pas possible. Normalement, il devrait être régularisé. Quelqu'un qui travaille en France doit être régularisé. Donc, quand on me dit régularisation globale, je comprends pas. Je n'arrive pas à rentrer dans ce cheminement de pensée, parce que pour moi, quelqu'un qui travaille en France, qui a des fiches de paye, qui bosse, qui paye ses impôts, il doit avoir ses papiers. Donc déjà, moi, je comprends pas. Donc, quand on me parle de régularisation globale et tout, excusez-moi, mais je ne comprends pas. D'accord. Voilà, quelqu'un qui est en France, un travailleur qui paye ses impôts en France, il doit avoir ses papiers. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, vous pourrez m'expliquer régularisation globale, individuelle. Moi, quelqu'un qui travaille en France et qui est là depuis un moment et qui a sa vie en France, sur le territoire français, il doit avoir des papiers, point. Voilà. C'était tellement simple pour moi que, voilà, régularisation globale, tout ça. Après, j'ai l'impression que les gens parlent de ça. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat, je ne comprends pas. Voilà, moi, je dirais juste qu'il y a des gens qui sont là, ils doivent pouvoir être tranquilles. On n'a pas à les harceler dans la rue pour savoir d'où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Laissez-les aller tranquillement le matin au travail, que leurs enfants aillent à l'école. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire, vous répondre comme ça, parce que je suis juste une simple citoyenne. Je fais pas de politique à part, bien sûr, mon combat militant. Mais après, je peux pas utiliser des phrases de politiciens, etc. Je ne peux pas, parce que pour moi, il y a des choses qui sont pas logiques. Voilà, par exemple, les gens, les sans-papiers qui étaient, les sans-papiers, les travailleurs qui étaient place de la Bourse à une époque, je me rappelle, j'avais discuté avec certains. Ils me disaient, et moi je comprenais, qu'ils étaient là, qu'ils travaillaient, qu'ils payaient leurs impôts, et on leur disait, mais rentrez chez eux. Mais chez eux, c'était là. Ils avaient leur villa, ils étaient avec leurs enfants qui vont à l'école française de la République, leurs conjoints ou conjointes qui travaillaient, ils habitaient ici, leur quotidien c'était le même que le mien. Enfin, pourquoi on va faire une différence entre eux et moi? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas ça. Je suis désolée. C'est un truc que je ne comprends pas. Donc, peut-être que je ne pourrais pas répondre clairement à vos questions, puisque pour moi, il y a un truc qui n'est pas logique. D'accord. Djibril, si je peux me permettre, Michael, pour continuer ce que disait Fatia, juste 3 toutes petites choses. La première, comme elle dit, quand on travaille, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir des papiers. Quand on travaille, on crée de la richesse. Donc, ceux qu'on appelle les travailleurs sans papier, ce sont des gens qui créent de la richesse pour la France. Ce sont des gens qui enrichissent et qui construisent la France. Comment ça se fait que des gens qui construisent un pays soient autant stigmatisés, soient chassés et qu'on leur crée autant de soucis? Première petite remarque. La seconde, ceux qu'on appelle les travailleurs sans papier, ceux qu'on fait rentrer dans le cadre de l'immigration dite illégale. Mais ce ne sont pas des gens qui rêvent de la France, ce sont des gens qui sont bien chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas dans leur pays? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe dans les relations entre la France et leur pays d'origine pour que ces gens soient contraints à risquer leur vie pour venir en France, construire ce pays, l'enrichir et ensuite être pourchassés? Troisième remarque, on parle beaucoup des immigrés étrangers en France. Est-ce que vous savez dans quelles conditions arrivent les Français dans nos pays d'Afrique? Est-ce que vous savez que quand un Français arrive dans un pays d'Afrique, qu'à l'aéroport il n'a pas de visa, il rentre sans souci?
On lui attribue le visa sur place, parce qu'il est français. Si un autre Africain arrive dans un pays africain qui n'a pas de visa, on le renvoie chez lui. Quel est ce 2 poids 2 mesures? Il y a des vraies questions à se poser. Donc c'est un non-sens de parler des travailleurs sans papier. D'accord. Donc c'est un non-sens pour toi. Bon, et